Radio Anthropocène. C'est un dessin en noir et blanc qui semble crayonné, peut-être au fusain. 3 plans se distinguent. Tout devant, un jeune homme de face nous regarde. On voit son buste, son visage. Pas le reste de son corps, pas ses bras qui sont hors cadre. De ce fait, on ne sait pas si c'est lui qui tient l'objet un peu énigmatique situé à sa droite, qui ressemble quand même beaucoup à un fusil. Le jeune homme est apprêté, costume, cravate rayée, chemise blanche à col amidonné, chevelure brune coiffée en arrière avec raie sur le côté. Un style d'un autre siècle pour quelqu'un de si jeune. Il a l'air fatigué, son regard dans le vide, son visage sans expression. La lumière vient d'en haut à gauche de l'image. Le second plan baigne dedans, une clarté qui contraste avec l'étrangeté de la scène qui s'y déroule. 2 hommes moustachus et plus âgés se penchent sur une 3e personne, bouche légèrement entr'ouverte, allongée torse nu sur une table recouverte d'un drap. Dans la main du premier homme, une sorte de scalpel, il s'apprête à lui ouvrir le ventre. Au 3e plan, une fenêtre à petits carreaux vers un extérieur sombre, sans horizon. Une fenêtre qui ferme l'espace et qui indique l'angle du cadrage. Tout ça tangue fortement. Il s'agit de la planche 8BM, issue du TAT, le Thematic Apperception Test, un test projectif conçu par Henri Muret dans les années 30 et utilisé par les psychologues. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'usage du dessin en psychologie et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Lechevanton, psychologue et maître de conférences à l'École des psychologues praticiens à Lyon. Bonjour Tristan Lechevanton et bienvenue. Bonjour, merci de cette introduction très, très détaillée avec cette description complète et nouvelle de cette planche que je connais pourtant très bien. Je vous en prie. Alors pour commencer justement, est-ce que vous pourriez nous présenter le TAT, le Thematic Apperception Test, dont j'ai essayé de décrire une des planches. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce test et peut-être quelle est la fonction du dessin dans ce test ? Alors ce test fait partie des méthodes projectives qui sont... alors c'est un univers très vaste dans lequel on retrouve des tests qui ont pour objectif de pouvoir investiguer un peu le fonctionnement intrapsychique. Donc je pourrais dire de comprendre nos patients. Spécifiquement le TAT, lui, s'inscrit dans la théorie plus psychanalytique. Voilà, donc il existe énormément de tests de ce, voilà, comme le Rorschach et le TAT étant les 2 tests les plus connus. Pourquoi le dessin si vous voulez, vous l'avez déjà un peu noté dans votre description, je dirais que le point commun de toutes ces méthodes projectives, c'est qu'il y a un matériel qui est très construit, qui prend énormément de temps de recherche, qui est développé. Ce ne sont pas des dessins aléatoires ou des tâches aléatoires dans le Rorschach. C'est plutôt un matériel qui est travaillé, qui se développe, qui s'enrichit au fur et à mesure des années et qui va être caractérisé par une alliance de concret et d'ambigu. Donc là, dans votre description des personnages, il y en a que l'on voit bien, d'autres que l'on voit moins, où l'on peut projeter, d'où le terme projectif, on peut projeter des intentions. Voilà, sur la table, la personne pourrait être soignée ou agressée. Le garçon pourrait être complice ou chercher à fuir. Il y a plein de choix possibles pour la personne à partir de l'image, et notamment à partir de ce qui est abstrait dans l'image. Et donc c'est un petit peu de l'intérêt de ces méthodes-là. Et peut-être pour décrire de manière vraiment descriptive le test en lui-même, parce que je ne sais pas s'il est familier de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, il est composé de plusieurs planches. Je crois qu'il y en a 13 ou un peu plus. Quelle est sa méthode d'administration, en fait ? Que doit faire le sujet face à son thérapeute dans le cadre de ce test ? Alors, ce test-là n'est pas si simple que ça pour le patient, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose qui n'est pas évident.
C'est-à-dire qu'on montre donc une série de planches, toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Donc c'est une procédure qui est assez standardisée. Et on va demander au patient de nous raconter une histoire à partir de ce qu'il voit. Donc il va construire une histoire. Il y a tout un pan de création, de créativité, puisque le patient va venir... voilà, souvent ça part d'une description, c'est assez classique, et puis on vient raconter une histoire à partir de la planche. Et à chacune des planches, on raconte une nouvelle histoire, ce qui va nous permettre à nous, après, de venir interroger les processus d'élaboration du discours, alors, quels sont les choix, comment se développe l'histoire, par quoi elle passe, etc. Et donc, vous l'avez dit, c'est des matériaux qui sont très travaillés. Ces dessins, est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on sait d'où viennent ces dessins parce que c'est un test qui, je crois, a été conçu par un médecin biochimiste, Henri Muret, mais il me semble que ce n'est pas lui l'auteur de ces planches. Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on sait qui a réalisé ces dessins ou alors comment ils ont été sélectionnés et sur quels critères ? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que les planches ont été... Il y a des nouvelles planches régulièrement, mais là, les planches dont on parle et le matériel de base a été constitué à l'époque. Ensuite, certaines planches ont été plutôt écartées. D'autres peuvent être rajoutées. Par exemple, actuellement, il y a des planches qui ont été rajoutées autour de l'anxiété scolaire, des thématiques contemporaines qui peuvent émerger au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, c'est pas lui qui a fait les dessins. Donc là, il a fait intervenir un dessinateur dont j'ai oublié le nom. Par contre, le référentiel, c'est-à-dire que les planches, les thématiques abordées, les mises en scène, si vous voulez, la situation qui est dessinée, là, elle est pensée en regard de théorisation. C'est-à-dire que c'est le mot thématique. On vient aborder des thématiques qui sont mises en scène. Alors, il peut y avoir... je ne sais pas, la perte, la solitude dans un contexte de précarité, l'impuissance. Et c'est effectivement travailler un peu comme on pourrait le faire, où j'ai des amis écrivains qui, lorsqu'ils travaillent les couvertures, viennent avec le dessinateur parler du livre, dire ce que ça évoque et co-construire finalement avec un dessinateur une couverture. Alors vous avez... évoqué en parallèle du TAT le test de Rorschach, qui est donc, si j'ai bien compris, aussi un test qui appartient à ces méthodes projectives et qui est peut-être un des tests psychologiques les plus connus du grand public. En tout cas, moi, j'en connaissais l'existence avant d'avoir travaillé cette émission. Et c'est un test qui est composé d'une série de planches qui, là, ne sont pas... qui sont bien dessinées quelque part, mais qui ne sont pas figuratives, ou en tout cas qui ne sont pas a priori figuratives et qui présentent des tâches symétriques. Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur l'origine de ce test et nous dire dans quel contexte il est utilisé aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors c'est un test qui a un peu plus de 100 ans maintenant, ou juste 100 ans, qui a été développé donc par Hermann Rorschach, qui était interne en médecine à l'époque. Et il a la grande particularité dans le champ des projectives d'avoir été développé sans référentiel théorique et hypothèse a priori. C'est-à-dire Hermann Rorschach était un passionné de klexographie, donc ce jeu qui consiste à faire une tache d'encre, plier la feuille en deux et après dire ce que cela pourrait être. Et il a eu l'idée de tester ça avec des patients, et notamment dans une hypothèse perceptive d'une différence de perception entre les patients atteints de psychose et ceux atteints d'autre chose. Donc, il a fait les tâches, mais elles ont été quand même travaillées et retravaillées au fil du temps, et notamment par des auteurs assez connus dans le test, comme Exner, etc. Enfin, il y a énormément de découpage de ces planches-là. Elles ont été travaillées, remodelées. Il y a des collages, des découpages. Donc on est entre la klexographie et la klexographie retravaillée. C'est notamment parce que chacune des tâches doit contenir des ambiguïtés perceptives fortes. Alors là, comme le matériel est abstrait à la base, l'ambiguïté, il y a des multiples possibilités. On peut avoir deux formes qui ne vont pas ensemble. Par exemple, une partie de la tâche ou une tâche qui ressemblerait à un corps humain, mais avec un espace blanc entre.
Et la question va être comment le patient va s'en saisir et ce qu'il va en faire, ce que ça va lui faire vivre, ce qu'il va éviter, quel choix perceptif il va faire à partir de ces ambiguïtés. Alors comment il est utilisé, le test de Rorschach? Comme il a été construit sans référentiel théorique, il a été ensuite, Hermann Rorschach est décédé très jeune, donc il a laissé le test en l'état, et les psychologues s'en sont saisis avec des grandes écoles, alors l'école psychanalytique, l'école perceptive, dans un axe, je dirais, entre la perception, donc vraiment un axe très centré sur ce qui est perçu et une analyse un peu des modalités de perception, et une modalité plus projective, où là les tâches, chaque tâche va symboliser quelque chose ou renvoyer la personne à certaines représentations. Donc voilà. Il y a un auteur et puis ses continuateurs que moi je trouve très, très intéressant. C'est John Exner, j'en parlais tout à l'heure, qui a repris toutes les écoles d'interprétation du test, et il s'est dit on va tout tester et voir sur des grands groupes de patients ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et il a construit un système en gardant tout ce qui fonctionnait. Alors, dans quel contexte on utilise les tests projectifs, particulièrement le Rorschach et le TAT? Souvent, c'est soit pour de la recherche, lorsque l'on veut étudier des variables que l'on appelle subcliniques ou infracliniques, c'est-à-dire des éléments que l'on repère peu dans l'entretien clinique. Alors c'est très intéressant, ou alors lorsque l'on veut avoir un profil assez exhaustif du fonctionnement de l'individu. Donc on peut utiliser ces tests-là dans ce contexte. Pour la pratique clinique, alors c'est très très variable. Soit il y a des praticiens qui peuvent avoir besoin d'un diagnostic, d'une indication thérapeutique. Alors ils passent par un ou deux tests projectifs, en plus des entretiens. Soit peut-être dans des situations où on se sent être bloqué dans la rencontre avec le patient. Parce que l'intérêt des projectifs, alors il y a le matériel, la pertinence du matériel, mais c'est aussi une rencontre avec un objet qui fait médiation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le clinicien et le patient, il y a le clinicien, le patient et l'objet test, l'objet planche, qui permet de faire parfois une médiation très intéressante. Donc souvent, quand on est bloqué, on peut faire appel à des projectifs. Alors dans le Rorschach, comme dans le TAT, le dessin, il intervient comme un matériel, hein, vous l'avez dit. Il préexiste en fait finalement à l'interaction entre le thérapeute et le patient, quel que soit l'objectif, hein, si c'est un objectif diagnostique, de recherche ou de médiation. Mais le dessin, il peut être aussi utilisé à une autre place, il me semble, en psychologie. Et donc là, on rejoint cette thématique de la médiation comme médiation artistique dans la thérapie. Alors peut-être mes termes ne sont pas justes et vous allez me corriger, mais en gros, on peut utiliser, faire dessiner les patients, les sujets. Et je crois que c'est quelque chose que vous-même, vous mobilisez dans votre pratique en tant que psychologue. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, d'abord avant qu'on rentre peut-être plus dans le fond peut-être théorique du sujet, juste des exemples d'usages différents du dessin dans ce type de situation? Il y en a énormément. Alors choisissez vos préférés. Alors le dessin libre, c'est mon préféré, c'est-à-dire simplement de donner une feuille et de quoi dessiner, et que le patient puisse déjà choisir ce qu'il dessine, le faire. Ensuite, il y a des dessins avec des consignes. Le dessin de bonhomme est très connu aussi, je pense, avec les enfants notamment. Le dessin de famille, le D10, ce sont des dessins avec 10 éléments. Chaque élément représente quelque chose dans le fonctionnement psychique. Donc il y a 4 bonhommes, hein, un homme, une femme, un petit garçon, une petite fille, une route, une voiture, une maison. Et en fait, sur chacun de ces éléments, les 10 éléments vont permettre des projections spécifiques. Alors, généralement, on fonctionne par faisceau d'indices. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le dessin, je ne sais pas, l'homme, l'adulte qui représenterait le père, ça va un peu plus loin que ça. La question, c'est où est-ce qu'il est situé, ce qui est oublié, ce qui est mis en valeur, ce qui est attaqué, ce qui est peut-être avec un trait différent. Par exemple, le trait peut être léger, il peut être appuyé, il peut y avoir de la couleur ou pas. Le D10, c'est qu'en noir et blanc, mais vous voyez un trait qui remplit la feuille ou pas. Donc il y a énormément de possibilités autour du dessin. Ce qui est très intéressant avec
la créativité en psychologie, c'est que c'est la trace du sujet. C'est-à-dire, voilà, donc le patient vient par sa production et l'activité créatrice dire quelque chose de lui, de ce qu'il ressent. Alors c'est vrai aussi pour les comportements, donc on va le retrouver même en danse, en art-thérapie, mais avec le dessin, il y a quelque chose qui, même au-delà de ce qui est dessiné, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. C'est-à-dire, voilà, l'enfant qui finit son dessin et qui le jette, il vient dire quelque chose de l'impossibilité soit pour lui de donner, ou de la certitude que ce qu'il va donner ne va pas être reçu par l'autre. Donc il est préférable, pour une raison qui lui appartient, de le détruire. Donc on pourra partir de là. Donc, alors là, je parle des enfants parce que le dessin marche avec les enfants parce que les enfants aiment dessiner. Avec les adultes, ça marche tout aussi bien. Seulement, parfois, les adultes vont voir le dessin comme une activité d'enfant. Ils ne voudront pas s'y engager. Alors, on entend, enfin, dans ce que vous dites, pour moi, ça fait écho à des choses que j'ai lues sur le dessin en psychologie, et notamment Françoise Dolto qui dit, à propos de la thérapie avec les enfants, on ne dessine pas, on se dessine. Et donc, cette idée que le dessin a un mode d'expression qui permet d'approcher une sorte d'intériorité, d'inconscient. Et vous, dans votre pratique, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous permet d'accéder le dessin et qu'est-ce qu'on peut tester finalement avec le dessin dans ces exercices ? Eh bien, je dirais que quelque chose qui ne peut pas être dit, parce que ça ne se représente pas pour l'instant chez le patient lui-même, alors par une médiation, par un médium, par un agir, on va pouvoir y accéder. Donc ça va vraiment compléter. Alors moi je travaille plutôt avec des adultes et là ça complète quelque chose de l'ordre du discours, du langage parlé. Voilà. Donc lorsque c'est possible avec les patients, c'est très riche parce que ça permet, c'est un autre mode d'entrée à quelque chose de complexe qui peut parfois échapper au sujet partiellement ou complètement. Mais donc, en fait, finalement, c'est un instrument dans le dialogue thérapeutique, ou est-ce qu'il y a dans le dessin, est-ce qu'il dissimule une sorte de mystère ou de vérité de l'être que vous serez en charge de découvrir, vous, en tant que thérapeute ? Voilà. Un peu des deux. Peut-être que, en tout cas, je raccroche avec mon questionnement d'étudiant. Quand j'ai appris le test de Rorschach et le dessin, la première question que je me suis posée, c'est comment, en regardant des taches d'encre, on va pouvoir comprendre quelque chose de l'individu. Il y a une énigme ici qui est à la fois passionnante et qui permet une rencontre thérapeutique. Donc on va le temps qui nous est imparti est malheureusement déjà écoulé. On va finir sur cette énigme, et peut-être pour clore cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil, une référence artistique à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices sur ce sujet du dessin en psychologie ? Alors j'en ai une à laquelle je pense depuis qu'on s'est contacté, c'est la thèse de Serge Tisseron, qui est une thèse sur la transmission et l'intérêt de la bande dessinée dans la transmission, et qu'il a réalisé intégralement en bande dessinée. Eh bien, merci beaucoup pour cette référence et pour votre présence aujourd'hui. Merci Tristan Lechevanton. Donc, à suivre sur les ondes de Cité Anthropocène, une lecture par Anne Guinaud d'un extrait de La Fonte des glaces de Joël Baquet. Bonne écoute et à bientôt. Radio Anthropocène.